Bonjour, nous allons attaquer aujourd'hui plus en détail la compression temporelle, ce qu'on appelle un MPEG, Motion Picture Expert Group. On verra dans la suite qu'il y a énormément de types d'MPEG. MPEG 1, 2, 4, les H264 qui en font partie, les MPEG 5, enfin vous en avez plein. C'est le système le plus utilisé actuellement. Ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est la compression spatiale, le MJPEG, Motion JPEG. Donc en gros, c'est comme si vous considérez une séquence vidéo à 25 images secondes comme une série de photos que vous compressez chacune indépendamment en JPEG. En compression temporelle, MPEG, on va plutôt tenir compte des redondances entre les images. Qu'est-ce que ça veut dire ça? On travaille donc en vidéo à 25 images par seconde, enfin, en tout cas en Europe. Donc, une seconde, vous avez eu 25 images. Si vous regardez la vidéo qui se trouve en bas à droite de votre écran, bien sur cette seconde, la seule chose qui a bougé, c'est moi. Le décor qui est à l'arrière est fixe, et donc il n'a pas changé durant ces 25 images. Donc il n'est pas nécessaire de le réencoder. C'est tout l'intérêt en fait du MPEG, c'est qu'on ne réencode que ce qui bouge. On tient compte donc des redondances entre les différentes images. Dans une séquence MPEG, vous avez trois types d'images. Vous avez d'abord l'image I, l'image intra. J'ai écrit là en fait qu'elle est codée en JPEG, c'est pas exactement un JPEG. Disons, j'ai voulu faire simple. C'est très proche du JPEG, c'est une compression intra-image. Autrement dit, cette image contient toutes les informations nécessaires à son décodage. C'est à partir d'elle que toutes les autres images vont être compressées. Nous avons ensuite les images P, les images prédites. Donc ici, ce n'est qu'une prédiction du calcul. À partir de l'image I et des vecteurs de mouvement qu'on va voir dans la suite, on va prédire à quoi pourrait ressembler une image P qui se trouve un peu plus loin dans la séquence. Encore une fois, ce n'est qu'une prédiction. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une image P est en général 3 fois moins lourde qu'une image I. Donc là, on voit tout l'intérêt dans la compression, évidemment. Moins vous avez d'image I, plus vous avez d'image P, en tout cas jusqu'ici, plus votre fichier sera léger. Et en fait, un troisième type d'image, les images B, bidirectionnelles. Donc, vous avez une image I, qui est le début de la séquence. On va dire que 3 images plus loin, on va aller prédire une image P, avec le vecteur de mouvement et l'image I. Ce qui veut dire que l'image 2 et 3 n'existent pas encore. Ces images 2 et 3 seront des images B, des bidirectionnelles, qui elles seront prédites plutôt aussi, à partir de I qui précède et de P qui les suit. Donc bidirectionnelles parce qu'elles ont une partie de l'information qui vient d'avant et une partie de leur information qui vient d'après. En fait, on va boucher les trous entre les I et les P. Toujours intéressant à voir, c'est qu'une B est 3 fois moins lourde qu'une P, qui elle-même était 3 fois moins lourde qu'une I. Donc niveau compression, les MPEG sont beaucoup plus efficaces. Donc, 3 types d'images. C'est ce qu'on appelle un GOP. La séquence complète s'appelle un GOP, Group of Picture. Donc, dans le cas que j'ai pris ici, mon GOP commence à l'image I qui se trouve ici, et se termine à l'image B qui se trouve là. L'image I qui est ici est la première image du GOP qui va suivre. La taille du GOP est variable. C'est l'utilisateur qui choisit en fait la taille du GOP. De même que l'utilisateur va aussi choisir la taille, le nombre d'images plutôt qui va séparer une I d'une P. Ici, j'ai choisi de mettre I et P séparés en 3 images, donc 2 B entre les deux. J'aurais très bien pu choisir de ne pas mettre de P ici, ni d'en mettre ici, d'avoir une seule P au milieu. Et ici, j'aurais donc eu une image B, et là, j'aurais eu une image B aussi. Donc, comment ça marche? À partir de cette I qui est ici, et de vecteurs de mouvement qui sont calculés à partir de l'image qui précède, je vais prédire une image P.
Donc cette P ne dépend que de ce qui précède. À partir de cette P et de cette I, en bidirectionnel, donc je pars de là et je pars de là, je vais calculer des images B. Tout ça, évidemment, est au choix de l'utilisateur. Taille du GOP, nombre d'images P, nombre d'images B. Donc un GOP, c'est ce que je viens de vous dire, commence par l'image I et se termine par l'image précédant l'image I suivante. Donc il se termine ici. Les GOP peuvent être de forme variable. On peut avoir par exemple des GOP qui se résument à une seule image I. Ça s'appelle un MPEG, c'est pas vraiment un MPEG. On peut avoir du IP, du IB ou du IPB. Donc de ce cas-ci, vous avez un IPB. Vous avez deux paramètres intéressants, M, l'intervalle entre deux images P, ou entre I et P, N, intervalle entre deux images I. Donc en fait, le N, c'est le GOP. Donc dans ce cas-ci, nous avons un M égale 3, 1, 2, 3, N égale 12, d'ici à ici. On peut vérifier ça en fait dans Première que j'ai ici. Donc ici, je suis dans les réglages d'exportation de Première. J'ai choisi un format de type MPEG-2. Vous remarquerez que des MPEG, vous en avez un paquet. Le MPEG-2, le MPEG-2 Blu-ray, qui sont les contraints. MPEG-2 DVD contraint. MPEG-4. H264 qui est aussi un MPEG-4. H265 qui est aussi un MPEG. Donc actuellement, j'ai pris un MPEG-2. Si je vais un peu plus bas ici, vous avez réglage de groupe d'images M3, N15. Vous pouvez évidemment choisir ce que vous voulez. Vous voyez que la taille du GOP peut monter à 126 images. Bon, plus vous augmentez la taille, plus évidemment votre fichier sera moins fiable par rapport à la réalité. Par contre, plus vous augmentez le N, plus votre fichier sera compressé, plus votre fichier sera léger. Ça, c'est intéressant. Tout dépend de ce que vous voulez faire. Ce qu'on a d'intéressant ici aussi, c'est le VBR. Vous avez un VBR 1 passage, VBR 2 passages ou CBR. Donc le CBR, c'est un constant bitrate. VBR 1 passage, variable bitrate 1 seul passage, ou un variable bitrate 2 passages. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si je prends un constant bitrate, imaginez que vous ayez une séquence encodée dans laquelle vous avez d'abord un plan fixe, un type qui parle, suivi d'une séquence où vous avez des mouvements rapides. À partir du moment où vous allez encoder, eh bien, vous devrez choisir un bitrate qui donne au mieux dans toutes les circonstances, autrement dit, qui sera le plus adapté aux mouvements rapides. C'est lui qui est le plus difficile à encoder. Et donc ça veut dire que lorsque vous aurez un plan fixe, eh bien, en fait, vous aurez un débit bien supérieur à ce qui est nécessaire. Si vous prenez un variable bitrate, dans ce cas-ci un passage, eh bien là vous avez un débit minimum, un débit maximum et un débit cible. Autrement dit, votre débit sera adapté en fonction du contenu de la séquence. Plus intéressant. Par contre, c'est un seul passage. Donc nous sommes en MPEG, pas oublier. Si je reviens, on ne peut pas, je vais revenir autrement. Boum. Si je reviens ici, donc VBR un passage, ça veut dire que vous avez un GOP fixe. Dans ce cas-ci, j'ai un GOP de 12. Toutes les 12 images, il me remet une image I. Le problème, c'est si vous avez un changement de plan, par exemple ici, entre deux images B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez par exemple cette image-là, qui dépend de l'image P qui est ici. Cette B-là dépend de I qui est ici. Or, ces deux images ne correspondent pas au même plan. Donc vous allez en fait mélanger deux images pour en faire une image bidirectionnelle, mais qui sont en fait issues de deux images différentes. Ça, c'est le problème, puisque vous avez eu un changement de plan. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que votre image ne se stabilisera, vous n'aurez une image correcte
que jusqu'au moment où vous arriverez à l'image I suivante. L'image I, elle, étant en fait la réalité. Par contre, si vous faites un VBR, hop, je retourne en première. Si vous faites un VBR de passage, ce qu'il va vous faire d'abord, c'est qu'il va analyser d'abord le métrage, vous mettre une image I à chaque changement de plan, et ensuite seulement faire un encodage de type MPEG. Donc ça veut dire que vous n'aurez jamais en fait deux images différentes mélangées pour essayer d'en faire une autre. Poursuivons. L'estimation de mouvement en MPEG. Donc je vous ai parlé tout à l'heure des vecteurs de mouvement. C'est ce que nous allons en fait calculer ici. On va voir comment ça fonctionne. L'estimation de mouvement consiste à construire une image à partir d'une image précédente et d'informations relatives au déplacement de ses composants. On va faire ça sur des macroblocs, donc le même genre de macroblocs qu'on a vu dans la compression de type JPEG. En général, une association de 6 blocs, 4 pour la luminance, 2 pour la chrominance. Pas oublier une chose, je vous l'ai déjà répété, mais on travaille toujours en composants Y, R-Y, B-Y. Donc vous avez toujours une luminance et une chrominance séparées. Donc si vous avez sur deux images successives deux macroblocs semblables, mais à des emplacements légèrement différents, on transmet une seule fois le macrobloc, plus les vecteurs de mouvement. Pour reconstruire, on va indiquer sa nouvelle position sur l'image actuelle grâce au vecteur. Petit schéma. Donc vous avez l'image I, la première. Vous avez un macrobloc ici, un élément tout rouge qui se trouve là. Ce qu'on va faire, c'est regarder où se trouve cet élément dans l'image I-1, l'image qui précède l'image I. Si on trouve que ce macrobloc se trouvait ici à I-1 et ici à I, eh bien, on va faire ce qu'on appelle un vecteur de mouvement qui va indiquer son déplacement. Vous avez donc un sens, une direction et une certaine amplitude. Vous avez donc ici un vecteur de mouvement. Si maintenant, à partir de I, vous voulez prédire une image P qui se trouve 3 images plus loin, eh bien, tout ce que l'on va faire, c'est prendre ce vecteur, le remettre ici une fois, 2 fois, 3 fois. Dans l'image P, l'image prédite, ce macrobloc devrait se retrouver ici. Donc ce n'est qu'une prédiction. Ensuite, on va vérifier. Correction des erreurs de prédiction. Donc je vous ai dit, l'image P est une image prédite. Elle peut très bien ne pas être exactement ce que vous voulez. Si je passe dans Photoshop, je vous fais un petit schéma par exemple. Essayez d'illustrer en fait ce concept de vecteur de mouvement, d'image prédite et d'image résiduelle. Imaginez que vous ayez votre séquence, donc avec ici votre image I. Entre, vous avez ici une et deux images, et ici vous avez l'image P, l'image que l'on veut prédire. Donc ici vous avez les bidirectionnels qui ne sont pas encore calculés, puisque nous en sommes toujours à vouloir prédire l'image P. Donc ici, jusque là. Et vous avez l'image I-1 qui vous sert à calculer les vecteurs de mouvement. Imaginons que dans cette image I, vous ayez un oiseau qui se trouve, on va dire, ici. Donc ceci est un oiseau. Dans l'image I-1, cet oiseau se trouve là. Bon, on exagère, hein. On a 25e de seconde, votre oiseau n'est pas supersonique, mais le principe est là. Donc, pour aller de là à là, donc, on va changer de couleur. Ceci est donc votre oiseau à I-1, ce qui veut dire que vous avez un vecteur de mouvement qui est comme ceci. Si je veux prédire où sera mon oiseau 3 images plus loin, bien je vais prendre ce vecteur, le multiplier par 3. Donc je pars d'ici, 1, 2, 3. Donc théoriquement, si la prédiction fonctionne correctement, votre oiseau doit se retrouver ici. Encore une fois, j'ai exagéré.
Ça, c'est la prédiction. Maintenant, il se peut très bien que votre oiseau ait décidé de faire demi-tour ou éternuer ou n'importe quoi. Ce qui pourrait très bien dire que votre oiseau se retrouve non pas là, mais ici. C'est ce qu'on va faire en fait avec la comparaison des images avec l'image réelle. Donc si je retourne ici dedans, comparaison de l'image prédite avec la vraie nouvelle image pour générer des données d'erreur de prédiction. Donc ça veut dire que le flux qui rentre dans votre caméra, ça va être séparé en deux. Enfin, il ne va pas être séparé en deux, il va plutôt être doublé. Vous avez d'abord un flux qui va être encodé en MPEG, et parallèlement à ça, vous avez le flux réel des images, qui sera effacé au fur et à mesure. Il n'est même pas enregistré en fait. Il ne va servir que de comparaison entre la réalité et ce qui a été calculé. Et donc si vous avez ici l'image réelle, non encodée, vous avez l'image que vous avez prédite. Si vous comparez les deux, vous allez obtenir une image résiduelle. Bon, vous remarquerez que ce n'est pas aussi grave que mon oiseau qui avait éternué. En fait, ce ne sont vraiment que de petits détails qui vont changer par rapport à la réalité. Et donc ce qu'on va faire, c'est rajouter cette image résiduelle à l'image prédite, et donc votre image prédite sera la réalité à ce moment-là. Une chose à savoir avant ce résumé, c'est qu'il n'y a que les images prédites qui sont corrigées. Les images bidirectionnelles ne sont pas corrigées. Donc, si je reviens dans ma séquence de tout à l'heure, qui n'est pas là, mais qui est ici, et je vous avais dit qu'on pouvait très bien ne pas mettre d'image P ni là, et avoir uniquement des B ici, avec une seule P. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que votre image P qui est ici, étant la seule qui est vérifiée et donc qui soit vraie, tout ce qui sera calculé ici entre les deux peut très bien avoir des erreurs. Les erreurs ne font pas que votre fichier sera mauvais, que la vidéo sera mauvaise, ce sera simplement que vous ne serez peut-être pas exactement conforme à la réalité. Donc plus vous mettez des P, plus vous serez proche de la réalité. Mais plus vous mettez des P, plus votre fichier sera lourd aussi. Donc il y a toujours un choix à faire. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on a? Recherche de macroblocs semblables entre une image I et la précédente I-1, ce qui nous permet de faire le calcul des vecteurs de mouvement. On va construire une image prédite en utilisant ces vecteurs de mouvement. On va comparer cette image prédite avec la réalité, ce qui nous donne l'image résiduelle, et ensuite on calcule les images B qui, elles, ne sont pas comparées à la réalité. Voilà, j'espère que ça a été clair. À la prochaine!